Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle tout simplement la vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire. Alors, quand on introduit en parlant de la vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire, systématiquement, la question qui reviendra sans doute dans l'esprit de nos téléspectateurs, de quelle histoire parlons-nous? Eh bien, de ce qu'a connu notre grand voisin, la Côte d'Ivoire, entre 1999 et 2002. Et aujourd'hui, sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage, un invité exceptionnel. Il a écrit donc un livre sur le sujet. Il s'appelle Sanogo Ousmane Kader. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonjour, monsieur. Alors, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir donc sur le plateau de l'émission le Grand Déballage. Votre document, il est de 70 pages. D'abord, pour commencer l'émission, je voudrais qu'on fasse ce qu'on appelle une mise au point. Vous avez donc combattu du côté donc des rebelles en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre document, tout ce que vous racontez, ce n'est pas un règlement de compte, c'est la vérité que vous voulez restituer? Oui, merci, monsieur. Je pense que s'il s'agissait d'un règlement de compte, ce n'est pas humain et puis ce n'est pas responsable. Aujourd'hui, il y a un pays qui traverse, qui est sorti d'une crise, c'est ce que vous pensez. Mais moi, je sais que mon pays n'est pas sorti de la crise. Vous savez, on ne sort pas de 10 années de guerre comme ça, comme sorti d'un shawarma où on vient de manger. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas facile. Et je pense que mon pays encore va inexorablement vers une autre crise. Si nous n'en prenons garde, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation, je pense que où le Burkina était en 83 entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara, où l'un devait mourir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve malheureusement dans cette situation où Soro Alassane doit peut-être mourir. Parce que je ne vous dis rien. Vous voyez, vous attendez les échos et chaque jour, les relations, les trucs, le clivage politique, en tout cas, devient assez délétère dans mon pays. Et vous savez que ce que j'ai prédit lors de ma dédicace du roman à Sidoya, et les gens n'ont pas voulu accepter cette triste réalité. Mon roman a même été censuré, mon roman a été bloqué, il y a eu des tentatives. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Je pense que j'ai raison. Et l'histoire ne retient que ces éléments importants. Et aujourd'hui, je pense que pour tous les observateurs sur le net et les journalistes ici au Faso ont compris que j'avais dit et j'ai dit la vérité. Parce que j'avais prédit la crise qui devait éclater entre Alassane et Soro le 28 avril. Et si vous allez sur le net, je crois, sur Burkina Info, il y a Burkina Ligne, vous allez voir encore ma déclaration qui prédisait ce soulèvement. Alors, le timing même de la publication de votre ouvrage, Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire maintenant? Oui, vous savez, quand on sort d'une guerre, je vais dire en 2010, la guerre a éclaté en 2002. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est en 1999 que ça a commencé. Mais si je décide maintenant d'écrire, c'est parce que j'ai constaté que malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et la crise est là, elle va bientôt éclater. Mais en tant que citoyen, en tant qu'humain, chacun de nous doit faire quelque chose pour sauver, en tout cas, son pays. Et je dirais même le peuple, parce qu'aujourd'hui, les pays voisins aussi, si la Côte d'Ivoire est en feu, ça répercute un peu sur le Burkina. Alors, vous avez un parcours que l'on qualifierait naturellement d'atypique. Parlons de ce document de 70 pages que vous avez écrit. Alors, on voit les images les plus importantes de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Ibrahim Koulibaly, Henri Konan Bédié, et vous mettez la difficile succession d'Alassane Ouattara. Je voudrais qu'on parle de la genèse même de la crise liée donc à la rébellion en Côte d'Ivoire. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Et je dirais même que je suis le père de la rébellion sans en tout cas être prétentieux. Je vous explique pourquoi. J'ai été le premier citoyen sur terre, Alassane Ouattara le sait. Je sais que votre émission, votre chaîne est regardée à travers le monde. Et ce que je vais vous dire va vous étonner. Mais je suis le premier être sur la terre qui a proposé à Alassane de créer une rébellion. Alassane a refoulé l'idée. Parce que et c'était en quelle année? Et c'était précisément le 17 avril 2000, quand Alassane me recevait. Il m'a reçu pour 1h30. Donc ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des affabulateurs. Et parce que je vous explique, en Côte d'Ivoire, où nous avons 60 ethnies, plus de 60 ethnies, mais nous avons au moins légalement 60 ethnies reconnues. Mais il y a un peu démographiquement, au sud, ils sont chrétiens, au nord, ils sont musulmans. Moi, je suis juif du nord. Et quand la Côte d'Ivoire est allée en indépendance en 1960, Houphouët-Boigny a été le premier président. Moi, je suis descendant de Sékou Sanogo, qui s'est opposé à Houphouët, qui a été même candidat et qui a été député à l'Assemblée constituante française d'Outre-mer.
Et après, il a perdu les élections pour être le premier président. C'est lui qui devait amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, Houphouët a combattu tout ce qui était de Sékou Sanogo. Donc, ils n'ont pas pu émarger et c'est resté, ça a porté des séquelles. Donc, je ne dis pas que Houphouët n'a pas été un bon président. Moi, j'ai apprécié ce qu'il a fait pour le pays. Parce que la Côte d'Ivoire reste un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Et venons-en au fait. Mais on a constaté que malheureusement, après Houphouët, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Guy Robert. Et après, il y a eu Gbagbo. Mais tout cela était du sud et de l'ouest chrétien. Et en Côte d'Ivoire, donc vous voulez dire que la rébellion de la Côte d'Ivoire est née d'une crise identitaire? Oui, une crise de double crise. Une crise identitaire, une crise religieuse. Et c'est très dangereux. Quand il y a une guerre, ce n'est pas bien à dire, d'accord, des conflits religieux sont très mauvais. Malheureusement, on en voit un peu au Nigeria, un peu, bon, c'est pas facile, mais c'est ce qui nous a menés là où nous sommes. Les chrétiens du Sud ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat. Je dis bien candidat même, à plus fort dire d'être élu. Revenez un peu aux élections de 2000. Il y a eu 9 candidats du Nord. Toutes les candidatures du Nord ont été systématiquement rejetées. Il suffisait de s'appeler Kone, Sanogo, Ouattara ou Diomandé. Ta candidature était rejetée. Mais à partir de ce moment-là, monsieur, la loi n'est plus la loi. La loi, quand elle est impartiale, elle est valable pour tout le monde. Mais quand elle est partielle, vous rentrez dangereusement vers une crise identitaire, une crise religieuse. Alors vous dites clairement que vous avez été voir Alassane Ouattara en 2000, vous lui avez proposé de créer une rébellion et il a refusé. Parce que moi je savais bien que, regardez monsieur, en Côte d'Ivoire, il suffisait de s'appeler Ouattara, il suffisait de s'appeler Sanogo, et on pense que vous êtes un esclave. Et quand je dis un esclave... Esclave, le mot il est fort quand même. Non, esclave, le mot il est doux. Je pourrais peut-être vous dire un sujet. Et les chrétiens, c'est-à-dire le Baoulé, l'Agni, le Bété, le Dida, pensaient que le Sénoufo est son esclave, parce que c'est vrai, il y a eu la boucle du cacao au sud, le Sénoufo étant au nord, où on n'avait que le coton qui était malheureusement pas bien payé, et les cultures qu'on se nourrissait. Donc, nous allons vers le sud pour travailler où nous étions payés par an, c'est-à-dire mes grands-parents et nos parents. Et même jusqu'à moi, à mon temps, il y a des aînés qui sont allés faire des travaux. Maintenant, c'était plus à 15 000 l'année, c'était à 110 000, 100 000. Donc, le sudiste considère le nordiste comme un sujet, un esclave. Comme Hitler considérait les Africains comme des sujets, c'est-à-dire on devait nous donner des numéros A1, A2, AZ. Voilà. Donc, pour le sudiste, l'Ivoirien du Nord était un esclave, ne pouvait donc pas prétendre à être président un jour à la magistrature suprême, c'était quasiment impossible. Et vous avez cru que c'est par la violence qu'on pourrait finalement amener C'était par la violence. Monsieur, la crise ivoirienne, je suis très fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et j'assumerai tout le nom de ma vie. On n'a pas à être fier tout de même après avoir eu autant de morts. Oui, je pèse mes mots parce que quand vous êtes dans un pays et qu'on ne veut pas appliquer la loi, mais la loi est faite pour quoi? La loi est faite pour sauvegarder l'unité dans un pays ou dans un lopin de terre. Regardez au Burkina. Pourquoi quand vous construisez une maison comme en France, on met la porte? C'est vrai, c'est par mesure sécuritaire. Mais le voleur, vous êtes d'accord avec nous, ou le tueur, il peut venir à minuit pour casser ta porte et te tuer. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que simplement, il y a une loi, il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Et si tu le fais, on mènera les enquêtes et on va t'arrêter. Tu mouriras en prison et tes parents, voilà, qu'est-ce que va devenir ta femme et tes enfants? Mais quand malheureusement dans un pays on n'a pas ces lois, quelqu'un peut se lever tuer l'autre impunément, quelqu'un peut se lever empêcher l'autre d'être candidat. Mais monsieur, un pays sans loi est dangereux. On pourrait en parler, parce que là on aborde là un point très important lié à l'actualité ivoirienne, mais je voudrais revenir sur la première question que je vous ai posée. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Oui, ça a été très simple, monsieur. D'abord, les faits, un jour, je me rappelle pourquoi j'ai proposé ça à Alassane. Je suis quitté dans un village à Thiers, en tout cas à l'épée, à Grand à l'épée, avec un ami à Thiers. Quand nous sommes arrivés à Djamé, on a été contrôlés par les forces de l'ordre, un policier qui nous contrôlait. Bon, tu sais qu'on met les noms sur les trucs. Un policier, mais bêté, série. Maintenant, l'autre nom était, mais quand même long. Et il nous me contrôle. L'ATIE montre sa carte qui était une attestation d'identité. Vous savez, quand vous perdez un document, même au Burkina, vous faites la déclaration de perte et vous allez faire une attestation d'abord. La vraie pièce peut mettre au moins 2 mois, 3 mois avant que... Ce document vous permet naturellement de circuler. Et l'autre, il a la carte d'identité originale du pays, du Faso. C'est comme quelqu'un venait de Bobo Dioulasso et l'autre de Ouaga, Moré et Dioula. Et le policier s'énerve, dès qu'il a pris ma pièce, il dit oui, ce sont les envahisseurs là, c'est vous qui voulez prendre notre pays. Mais à partir de ce moment-là, en 1999, Alassane avait déjà fait irruption sur la scène politique
en 94, 95, en créant son parti, bien étant au FMI. Donc, il suffisait de s'appeler Sanogo, Koulibaly, Touré. Tu étais traité systématiquement d'étranger, de Burkinabé, de Malien, et tu étais traité comme tel. On pouvait te fouiller et puis t'enlever, même si tu as 500 000, sur toi 300 000, on t'enlève, on te bastonne et puis voilà, va te plaindre où tu veux. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que jamais nous ne pouvons être candidats si nous ne prenons pas les armes. Et vous êtes d'accord avec moi, quand nous avons créé cette rébellion avec IB, et quand nous avons combattu pour qu'Alassane soit candidat, il a fallu au moins 12 rencontres de sommets, de crises. On a commencé par le Sénégal, on allait au Ghana, du Ghana on allait à Marcoussis. Ce n'est qu'en Afrique du Sud que Gbagbo a accepté la candidature d'Alassane exceptionnellement. Il pouvait se présenter uniquement aux élections de 2010. S'il échouait, ça dit la loi ne le permettait plus d'être candidat. Mais écoutez, et j'avais dit ça à Alassane, j'ai dit qu'il aura, la crise aura, moi j'ai eu la chance d'avoir des connaissances. Nous sommes africains. Chaque pays a ses spécificités. Regardez, je vous parle de quelque chose que tout le monde sait, important. Et quand je dis je suis spirituel, il y a d'autres personnes le savent, et Alassane même le sait. Regardez la France, l'Europe. L'Europe a connu l'Inquisition. L'Inquisition, c'était quoi? À un moment donné, les Français, les Européens ont constaté qu'ils ne bougeaient pas. Ils ont décidé de tuer les sorciers. Et il y a eu l'Inquisition où on a mis à mort tous ceux qui étaient sorciers. C'est vrai, il y a eu des innocents qu'on a tués. Mais ce n'est qu'après le XVIIIe siècle que l'Europe a décollé. Et il y a eu un savant qui a créé d'abord le bateau, le moteur du bateau. Et ensuite, il y a eu l'avion. Il y a eu aux États-Unis, c'est vrai, ainsi de suite. Alors, non, c'est important. Oui, allez-y, je vous écoute. L'Inquisition a permis à l'Europe de décoller. Donc, chez nous, ici, il y avait, moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, les gens disaient que c'est un waliou, un musulman, un prédicateur. Moi je ne le suis pas, c'est lui que j'ai rencontré. Mais lui il m'a dit qu'il était un ange, il m'avait prédit toute cette crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Et nous allons arriver à une crise identitaire et ethnocentriste parce que c'était inévitable. C'est pourquoi je l'ai proposé à Alassane. J'ai dit que d'abord nous allons combattre pour que tu sois candidat. Et quand tu seras élu, Gbagbo va dire qu'il a gagné, qu'il ne va pas quitter le fauteuil, toi tu vas dire que tu as gagné, il aura une autre crise, et avant c'est la force qui va te permettre de t'asseoir sur ce fauteuil. Alors avant de continuer votre narration, il est important de préciser, vous et Alassane Ouattara, qu'est-ce qui vous lie pour que vous ayez cette facilité pour lui raconter tout ça? Non, il n'y a pas eu de facilité. Moi, je n'ai pas rencontré Alassane facilement parce que je savais qu'Alassane allait venir au pouvoir par quelqu'un que tout le monde prédisait qui était son ennemi. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y avait que deux. Il y avait quelqu'un qui a trahi Alassane qui était Adama Koulibaly parce qu'il est rentré au gouvernement de Bédi en 99. C'était passé en février 99 et il y a eu le coup d'État en décembre. Vous comprenez? Et Alassane m'a reçu en avril 2000. Il vous a reçu en tant que qui? Il vous a reçu vous? Non, il m'a reçu en tant que spirituel. J'en viens. Je suis allé voir, j'avais mon frère, mon cousin qui travaillait avec le ministre Adama Koulibaly. Je suis passé par lui pour l'expliquer. Il dit, ah, j'ai une vision que Dieu a permis que je vois. Bon, par un ange, il dit que voilà, Alassane sera président, mais en 2010, que c'est Gbagbo qui sera président pour 10 ans. Et après, Alassane va venir. Mais voilà, voilà. Et c'est comme ça, le ministre m'a introduit auprès d'Alassane. Alassane me recevait avec le ministre et mon cousin. Il est toujours vivant. Le ministre, ça veut dire que les témoignages sont là. Oui, tout ce Adama que vous est vivant. Ouais, bien sûr, et après, Alassane a demandé à me recevoir en aparté. Nous sommes restés deux. Et je lui ai relaté tout ce qu'il savait à venir. Et heureusement, bon, Alassane n'a pas quand même accepté ma proposition de créer cette révolution. Et j'en ai discuté après avec IB. Et j'ai dit aujourd'hui, je peux l'affirmer ici, c'est moi qui ai proposé à IB que nous n'avons aucune autre sortie, aucune autre issue en Côte d'Ivoire sans les armes. IB m'a dit, ah bon, je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. Il dit, si c'est ça, lui, il est prêt. Parce qu'il avait trop de déboires après le coup d'État de 99. IB a conduit qu'il était écarté du groupe petit à petit par Bouka Yapi et Gueye Robert, que Gueye veut être candidat. Que ce que je dis est tellement vrai. Mais comment il allait procéder, il va réfléchir. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il avait un émissaire, un ami dans l'armée burkinabé qu'il a introduit près de Blaise. Donc, IB était d'abord venu au Burkina un week-end, il a croisé le président. Il est reparti en Côte d'Ivoire. Et quand Gueye l'a affecté à Ottawa, il prend l'avion, il descend en France, il ne prend plus le vol qui lui permet de rallier les États-Unis. Il prend un vol, il vient au Burkina. Alors, et voilà comment va naître la rébellion. Alors, donc ça veut dire qu'il y a eu des contacts à Ouagadougou et en Europe donc, pour que la rébellion puisse voir le jour. Oui. Il est important de préciser à cette étape de votre intervention qui et qui ont constitué le premier noyau de la rébellion en Côte d'Ivoire.
Le premier noyau de la rébellion en Côte d'Ivoire, vous vous demandez qui a créé ou bien le premier noyau sur le terrain. Le premier vrai noyau, parce que vous avez dit que vous avez proposé à Alassane Ouattara en 2000 de créer une rébellion. Il n'a pas accepté cette idée, oui. Mais quelques semaines plus tard, la rébellion a fini par voir le jour. Oui, la rébellion est née sous la conduite d'Ibrahim Koulibaly, dit IB Major. Qui n'est plus de ce monde. Oui, il n'y a pas deux pères de cette révolution. Dans tous les cas, vous ne me connaissez pas, ce n'est pas aujourd'hui, mais vous avez toujours entendu ce nom. Et sous d'autres peut-être prononciations, certains ont dit, même quand il quittait Ouaga et il se fait arrêter en France, les médias en ont parlé, les gens marchaient en Côte d'Ivoire pour qu'il soit libéré. RFI est revenu largement qu'il avait fait le coup d'État de 99, etc. Mais on ne peut pas faire tout ça et ne pas pouvoir créer une rébellion. Donc j'affirme ici que Soro n'est pas le créateur de cette rébellion. Mais comment Soro est arrivé finalement à être le premier responsable de cette rébellion à un moment donné de l'histoire? IB cherchait des gens qui pouvaient être capables de mener ce combat. Donc, et vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas mener une guerre avec les armes seulement. Il faut une guerre médiatique. Donc, il fallait quelqu'un pour jouer ce rôle, c'était Soro. Donc, il a réfléchi, il dit, voilà un jeune qui a été président des choses du syndicat étudiantin, la FESI, qui pouvait, il a contacté Soro, Soro a donné son OK. Et Soro était très bien. Moi, j'ai dit à IB, Soro, il est bien, mais attention, il doit avoir des ambitions. Il dit non, il est jeune et puis il ne peut pas, que peut-être que s'il trouve à manger, voilà, le reste, il va se taire. Il va mener le combat après nous, après Alassane, et que voilà, il pourra un jour avoir des ambitions, mais il ne le pense pas. Dans votre document, vous revenez également sur le financement de la rébellion en Côte d'Ivoire. Qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? L'armement transitait par quel pays? Parce qu'à un moment donné, le Burkina avait été cité aussi. Oui, monsieur, oui, il a déjà largement expliqué. La rébellion a été financée que par Kadhafi. Il n'y a pas de financement. Kadhafi. Oui, la France n'a pas financé cette rébellion, ni Alassane Ouattara, ni Gbagbo, ni Bédié, comme Sidiki Konaté l'a affirmé, c'est de la fabulation. Vous savez, nos frères rebelles, ils ne disent pas la vérité. Je parle de Guillaume Soro et sa troupe. Tout ce que je connais d'eux, c'est des menteurs et des voleurs. Je précise, je pèse mes mots. Être un révolutionnaire n'est pas de s'enrichir. Ils pourront vous poursuivre, hein, parce que si vous les accusez de menteurs... Ils ne pourront pas me poursuivre parce que je vais vous donner des preuves ici. C'est eux-mêmes qui ont intérêt à la fermer. Quand on casse une BCAO, c'est l'argent du contribuable. Le Burkina Faso n'a pas de l'argent à la BCAO. Tous les pays de l'UEMOA n'ont pas de l'argent là-bas. Mais vous avez appris que les BCAO de Mans, de Korogo et de Boaké ont été cassés, messieurs. Quand on mène une révolution, ce n'est pas de cette manière. Je peux vous citer des révolutions qui n'ont pas eu besoin de cet argent pour mener leur combat. Il y a eu le Che qui a créé la rébellion. La révolution qu'on parle a été initiée par le Che Guevara. Il cassait les banques du contribuable, monsieur. Je vous dirais non. Après ça, on a connu des révolutions. Il y en a eu au Soudan. Il y a eu des révolutions au Tchad. On a eu au Niger. Mais non, monsieur, ces révolutions, même au Nigeria. La révolution a été dévoyée selon vous? La révolution a été dévoyée. Quand on prend, et regardez, et je précise mes mots, quand je vous dis qu'ils ne pourront pas me poursuivre, voilà Alain Lobognon qui s'est illustré étant ministre d'État, monsieur. Et ministre en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Mais Alain Lobognon m'a reçu, comme ça, arrêté à sa porte. Je suis venu le voir pour me donner 2 billets pour aller regarder la finale du match Côte d'Ivoire, et en tout cas en Guinée équatoriale, parce que je savais qu'on allait remporter cette coupe. Donc j'arrive, on a travaillé ensemble dans la rébellion, il me connaît très bien, on s'est séparés à 23h. Il devait même me nommer son conseiller après. Il m'a reproché le fait quand je suis rentré d'une mission du Burkina et je ne suis pas allé au Golfe rester là-bas. Mais au Golfe, il n'y avait plus de place. J'étais déjà fatigué, épuisé mentalement. Si j'arrivais là-bas avec le froid, je pouvais prendre un coup et mourir. Donc je suis rentré chez moi. Pour lui, comme je ne suis pas allé au Golfe, il ne fallait pas me nommer. Et puis j'étais là le jour que Gbagbo prêtait serment. Moi, je suis un fonctionnaire d'État. Je m'occupais de la mise en place du Conseil des ministres. J'étais le responsable des moyens logistiques de la présidence. Il y a ma carte que je vais vous montrer après l'émission. Donc, c'est pour vous dire que quand on occupe ce rôle, on appartient d'abord à l'État avant d'appartenir à soi-même. C'est-à-dire vos convictions politiques ne devaient pas être au-delà des choses. Donc, quand je suis là à la mise en place, et on pense que je suis mes pro-Gbagbo, ça me fait rire. Au fait, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc, voilà, M. Alain Lobognon, il me reçoit là à la porte. Ah, mais Kader, tu ne m'as pas prévenu vite. Bon, je vais à l'Indiès et machin, je reviens. Et il dit à un de ses amis, mes députés, qui était venu de la Guinée équatoriale, de saluer, pour dire qu'il sait de toutes les façons que la Côte d'Ivoire serait éliminée, mais demain soir, par le Cameroun. Après demain soir, nous on jouait qu'à 2 jours d'intervalle. Il dit, par miracle, si on gagne le Cameroun, la RDC est devant nous, l'Algérie, on ne peut pas remporter cette coupe. Donc, quelqu'un dit à monsieur le ministre, peut-être ils peuvent nous surprendre. Il dit non, sa secrétaire précisément. Il répond que non, que ceux-là, c'est quand on compte sur eux, ils coupent ton cœur. Moi, je ne me mets pas dans cette maladie-là. Un ministre de sport qui sait que son équipe ne peut pas remporter une coupe, mais tu n'engages pas l'équipe, monsieur.
Donc c'est à partir de ce moment, quand Alain est revenu le lendemain de la Guinée équatoriale, il a commencé à puiser dans les caisses, c'est-à-dire du trésor, l'argent que les 4 milliards qu'Alassane avait alloués à la coupe. Parce que si les éléphants perdaient, le peuple ivoirien allait être fâché, personne n'allait me demander compte et il allait bouffer cet argent. Donc j'ai dit que les Soro, le groupe Soro et sa bande ne sont qu'une bande de voleurs. Même Alain, nommé ministre, l'a prouvé au monde entier. Les banques ont été cassées par les gens de Soro, Ouattara et autres. Et il faut qu'on nous le rende cet argent, monsieur. Ok. Parlons de la contribution de Kadhafi à la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est lui qui a financé. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Non, c'est pas qu'est-ce qui me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi? Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, bien comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Et l'avion, vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, comment dirais, bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion IB et moi. Un avion de la Jamaïra est venu nous chercher. Et nous sommes allés. Vous cherchez à partir d'où? Ici, IB était à Dassasgo. Vous voyez, mais Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain, juste, IB était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là IB était logé. C'est après, voilà, on a changé de truc. Et c'est de cette villa-là que IB est parti en France où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là, nous sommes venus, Djibril Bassolé, qui a coordonné tout, qui a ficelé. Et après, Diendéré nous a reçus et tout. Et nous sommes partis. IB n'avait été accompagné que par Diendéré. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a recueilli Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance de Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Il s'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais IB devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire. Et vraiment, il peut renverser Gbagbo. Donc, quand Kadhafi a été sûr de ce qu'IB avançait, il dit, en tout cas, il a épaté, mais Kadhafi, il a dit, c'est un bon soldat. Il était vraiment robuste et vraiment veillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'IB. Sans le connaître. Sans le connaître, par RFI, qui était largement revenu, qu'une poignée de petits soldats a renversé Bédié. Il a demandé comme ça, et il dit, mais comment, il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié, mais comment tu as pu? IB a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire. Lui, il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça, lui, il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser Bédié. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, ces 60 milliards, ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise, ça c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. Blaise a pris ces armes pour armer, c'est vrai, l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régiment de sécurité qui n'existe plus au Burkina, qui a été dissous. Oui, j'ai appris par les médias. Oui. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donnés, qui les a récupérés? Est-ce Blaise Compaoré? C'est Blaise Compaoré. Mais je vous dis, mais quand les gens... Oui, parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré et 60 milliards pour la rébellion, quand l'argent a été récupéré une fois de retour, maintenant, comment l'argent a été utilisé sur le terrain? L'argent ne devait que transiter par Blaise, qui était le tuteur de IB. Et puis, mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards IB pour commencer. Et quelques armes, j'ai dit bien précis, j'ai dit quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde, indéplaçable devant le camp d'Agban. Et pour dire que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, était à Boaké pour déloger le cas Génie, pour prendre le cas Génie. Et la troisième était devant
la BAE, un camp réputé proche pour Gbagbo, des extrémistes du... Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a reçues. Alors il y a eu des centaines. Alors, dites-nous. Donc vous voyez, quand, sinon si on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Gbagbo tombait la même nuit ou la même semaine. Mais quand on n'a pas reçu toutes les armes, et Blaise nous dit, si on prend un camp, on prend les armes, on récupère, au fur et à mesure, on devait combattre. Donc ça a rallongé la crise. Voilà comment Gbagbo n'a pas été renversé la même nuit, monsieur. Alors, vous avez dit qu'on vous a remis que 2 milliards de retour donc, à Ouagadougou, oui, pour que vous puissiez continuer donc, à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues, comment vous les avez utilisées sur le terrain? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Compaoré une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, et c'est là qu'est née la pomme de discorde entre Blaise et Ibé. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont rentrés ont eu des armes pleines de bâchés, pick-up. Là, c'était des Kalachnikov, AA-52, des 12-7 RPG, des roquettes, donc, mais qui n'étaient pas en nombre suffisant. Vous voyez? Donc, alors que les jeunes sur le terrain, dès que maintenant on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être brimandés par les forces de l'ordre. Vous comprenez? Il suffisait de porter un boubou, on t'assimilait de Maliens, de Burkinabés. Donc, alors qu'au Burkina, c'était même pas trop, le boubou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait rire, et tous ces gens-là, Gbagbo a été aidé à l'époque par le Burkina pour pouvoir aller en France et un jour être présent en Côte d'Ivoire. Mais une fois au sommet de l'État, il brimait. C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui a trouvé refuge au Burkina Faso ici. Oui, et chose que moi-même, je n'ai pas encore reçue. Donc, c'est pour vous dire quoi, dans la vie, chacun a sa chance, bien que le ministre de l'Intérieur, de chez vous, Alpha Barry, il est de mon village, Niakara. Oui, il a fait la Côte d'Ivoire. Ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères. Bon, j'ai écrit, demandé une demande d'asile parce que vu ce qu'il a fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc, bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, comme vous le dites, mais arrivé... Mais c'est une trahison, puisqu'en principe, il y avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il nous a remis que 2 milliards. Ibé était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, c'est-à-dire enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Compaoré voulait éliminer Ibrahim Koulibaly? Non, pas l'éliminer physiquement, mais l'enlever de la tête de la rébellion. Voilà, le neutraliser. Parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, et lui qui est le témoin, vous faites quoi? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, j'étais son chargé de mission, machin. Donc, le problème, on ne pouvait pas, on s'entend. En tout cas, on ne s'est pas appris aussitôt à moi. Et quand j'ai observé les choses, à un moment, m'a donné, Blaise a fait croire à Bibé que le terrain est prêt. Il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter. Voilà, on leur a donné des numéros, il les appelle. Ces gens vont l'aider, comme Bob Denard le faisait. Et ce sont des mercenaires en renversé Gbagbo. Dès que Ibé rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il allait gagner. Donc on fait croire cela à Ibé. Moi j'accompagne Ibé chez Djibril Mebasolé. À l'époque, Mebasolé, vous voyez, je ne sais pas bien le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans un duplex. On est rentré, ça rentrait comme ça, et il nous a reçus là, dans sa villa, à 18h15 où il a donné le visa et le billet d'avion à Ibé. La France avait déjà donné, Blaise avait tout préparé. C'est moi qui ai accompagné Ibé encore ce soir à 18h au Basolé, nous a remis le billet d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans 7 jours, il devait rentrer à Abidjan et que Gbagbo allait tomber. Donc il avait été piégé simplement par Blaise et autres. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Gbagbo, quand il a filmé ses armes, que je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ces armes lourdes, indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez c'est bien, là vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre, puisque ces armes qui sont plantées là, au sol, ce sont des armes lourdes, vous ne pouvez pas battre en retraite avec. On a abandonné ces armes que la RTA a filmé que voilà, la Côte d'Ivoire attaquée par un pays étranger. Alors, ce sont les forces du mal. À partir de ce moment-là, Gbagbo a demandé à la France que les accords rentrent en application ou si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit intervenir pour voilà. Donc, Soro
Ibé dit à Soro de faire la déclaration, parce que là, pour ne pas qu'on dise que nous sommes étrangers, de dire au monde, aux yeux du monde entier que c'est des Ivoiriens, et c'est lui, Soro, qui est le secrétaire et porte-parole, pardon, le porte-parole de, comment dirais-je, la rébellion. Il n'y avait pas de secrétaire, je précise. Et Soro fait la déclaration, il ajoute à la fin de la déclaration qu'il est le... Pas la première déclaration, si vous avez les déclarations en tête, il y a eu 2 déclarations, c'est le lendemain, la 3e déclaration, parce qu'il ne parlait pas trop, il a dit qu'il est le secrétaire du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. MPCI. MPCI. Oui. Voilà, le nom avait déjà été proposé par Ibé à Soro. C'est par Soro à Ibé. Le MPCI. Ibé a dit ça ne le gêne pas. Lui, il sait qu'il a créé une rébellion. Si Soro veut donner un nom, c'est pas grave. Et ils ont débattu, c'était MP, Mouvement Patriotique Populaire, MPP. C'est Ibé qui a donné le CI, MPCI. Sinon, Soro avait proposé MPP. Donc, quand ça a été discuté, Soro s'est déclaré et il s'est donné un titre de secrétaire. Et en bas, Ibé l'appelle après, il dit, mais pourquoi tu crées un poste, tu t'attribues? Il dit non, il fallait qu'il fasse avec la manière forte pour que la France soit convaincue, sinon, pour ne pas qu'on nous dégage. Et c'est là, la France ne nous a pas dégagés. Alors, la rébellion a duré en Côte d'Ivoire, la partition du pays est intervenue, une partie était donc sous le contrôle des rebelles, les forces nouvelles, hein, pour faire plus simple, jusqu'à ce que finalement... Ce n'est qu'après Makoussi qu'on a donné cette connotation force nouvelle, pour dire que nous n'étions pour les rebelles, nous allons rentrer, mais discuter voilà, avec les autorités en place. Alors finalement, on se rappelle encore de ce poste obtenu par Guillaume Soro. Depuis lors, apparemment, les rangs se sont dispersés puisque certains ont été récompensés, d'autres pas. Vous étiez à quel niveau quand les récompenses politiques ont commencé? Non, moi j'étais, d'abord moi je me considérais plus, si tu me vois aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur j'ai écrit ce roman. Moi mon rôle était, je devais être tapis dans l'ombre, ne pas sortir ma tête, ne jamais me faire montrer. Mais quand je vois que malheureusement la lutte a été dévoyée, et on ment aux gens. Il y a eu 4 personnes qui ont écrit sur la crise ivoirienne. Il y a eu Tubis Kofi, il y a eu Venance Kona, il y a eu Charles Blé Goudé. Aucun ne connaît la vérité de la rébellion. Il y a eu Soro Guillaume qui a écrit, mais il a menti aux gens. Et il y a eu le président des journalistes en Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, je crois son nom, qui a écrit, mais lui c'est un libre témoignage, à partir de témoignages. Là, lui, je ne l'en veux pas, il a écrit, il s'est efforcé pour faire comprendre certaines choses aux gens. Donc, ce roman ne contient que la vérité. La vérité, là, elle est unique. Et je vous dis, monsieur, quelqu'un peut dire ce qu'il veut, mais la vérité d'une histoire, elle est unique. Donc, c'est Soro, à un moment, m'a donné, je l'ai dit dans une interview ici accordée à votre chaîne de télé, c'est Soro qui a fait former un collège de 8 marabouts, venu flatter Ibé qu'il était présidentiel, et ils sont rentrés dans la calwa qui dirait 40 jours au sorti. Dieu leur a dit que c'est Ibé qui doit être président. À partir de ce moment, Ibé ne luttait plus pour faire des élections claires pour que Alassane gagne. Mais je vous dis, à partir de ce moment, même si Ibé renversait le pouvoir en place et qu'il organisait des élections, il allait l'être que pour gagner. Et Alassane ne pouvait plus gagner. Or qu'au début, il voulait les organiser que le meilleur gagne. Et tout le monde savait en Côte d'Ivoire le meilleur était Alassane. Les gens du FPI même savent que leur leader était impopulaire. Gbagbo arrivé au pouvoir sans chose militant. C'est les armes de la gendarmerie qui a fait porter Gbagbo au pouvoir. Alors, et une fois arrivé, non, c'est un éclairci important, une fois arrivé au pouvoir, avec l'argent de l'État, Gbagbo a fait accroître sa popularité. Il avait des gens maintenant. Donc c'est pourquoi au deuxième tour, il est arrivé au deuxième tour des élections avec Alassane. Sinon, s'il y avait une élection en 95 ou 2000, Alassane Gbagbo Bédié, Alassane passait au premier tour avec plus de 70%, messieurs. Alors, on sait également que quand Alassane Ouattara, sa candidature a été validée, il a fallu qu'on mène une offensive donc, sur Abidjan parce que Laurent Gbagbo n'avait pas reconnu sa défaite. Oui. Vous étiez où pendant cette offensive sur Abidjan? Moi, j'étais là, moi j'étais à la maison parce que à partir de 2006, j'ai démissionné de la présidence. Parce que quand, moi, après les accords de Marcoussi, Soro a voulu que je sois à la primature avec lui. Quand il a été nommé Premier ministre, ce qu'il a refusé. Il dit non, on ne peut pas tous se contenter auprès de toi. Laisse-moi là à la présidence avec une ou deux personnes. Je serai ton oreille là-bas et ta bouche. Vous étiez donc un espion? Oui, je peux l'affirmer. Le mot, il faut reconnaître à un moment donné de l'histoire ce qu'on a fait. Et je rendais compte à Alain Lobognon, je rendais compte à Lassina Cardozi, je rendais compte au grand médiateur Ngolo Koulibaly de tout ce qui se tramait, se préparait à la présidence. Vous comprenez? J'étais dans un poste stratégique, j'étais à l'intendant militaire de la présidence, ma carte est là pour l'attester. Et quand j'ai même pris vent du complot qui se préparait au niveau de Gbagbo pour supprimer Soro, par un attentat d'avion, 2 jours, je n'avais pas tous les éléments clés pour l'avertir. Parce que avertir quelqu'un, c'est quelque chose, mais il faut le sauver, c'est une deuxième chose. Et 2 jours après, j'ai eu une révélation sur ce sujet.
Donc j'ai écrit à Soro, j'ai expliqué ce qui se tramait avec tous les détails. Et je lui ai dit, voilà ce qui peut te sauver. Et dès maintenant, si tu prends un avion, ne reste jamais à la classe affaires et business, replie-toi à la classe économique derrière, parce qu'ils vont allumer l'avion. Et c'est comme ça, il m'a reçu le lendemain à 15h, et après, voilà, tout était mécalé. Mais ça ne m'a pas plu que Soro ait sacrifié sa garde rapprochée, parce qu'il savait le premier avion qu'il devait prendre devait être allumé. Il devait au moins une fois en vol, on ne peut pas communiquer, il devait arracher tous les téléphones de sa garde pour voir, avant le décollage, qui a appelé qui, et puis bon, les mettre aux arrêts dès que l'avion a été allumé. Mais Soro s'est replié dans la classe économique avec Alain Le Bougnon Soul, son directeur de protocole, et avec 4 ou 5 gardes du corps, il a sacrifié le reste de sa garde rapprochée. C'est moi qui l'ai sauvé à l'attentat d'avion, il n'y a pas deux personnes. Et est-ce qu'il vous a reconnu cela? Non, Soro m'a reçu, il dit, bon, vraiment, Kader, merci beaucoup, mais grâce à toi, sinon on allait me tuer. Et Blas Laurent. Et il vous a donné de l'argent peut-être pour ça? Non, pour ça, après, Papa Cardozi m'a remis 2 millions pour dire que, comme je viens à pied au travail, de m'acheter une voiture, parce que je n'ai rien volé dans la rébellion. Ça, c'est un pas important. Je préfère mourir pauvre que vraiment de... Pour vous, c'était un combat noble qu'il fallait mener pour sauver? Oui, quand je le dis, regarde la rébellion au temps d'Ibrahim Koulibaly. On a juré sur le Coran ici d'Aouaga avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et si un soldat s'amuse à voler quelque chose d'un civil, on te met au poteau, on te fusille. Donc la règle numéro 1, c'est de ne pas voler. Mais quand Soro a pris les devants de la rébellion, on a cassé toutes les banques, les petites banques, BAO, SGBCI, etc. Et après, il y a eu les braquages, on a commencé à braquer les coupeurs de route. Regardez les cas ici du Burkina, TCV et autres. Et quand ils vont en Côte d'Ivoire, arriver à Ouangolo, on les escorte. Il y a des gens qui rentrent, ils montent pour escorter le cas jusqu'à Bouaké. Les coupeurs de route sont entre la frontière jusqu'à Bouaké. Pourquoi? C'est nos frères du Nord, là, les anciens rebelles là, que Soro a initiés au vol. Et voilà, quand aujourd'hui, ils ont fini de hier, quand ils ont fini de braquer les petites banques, ils se sont empruntés à la BCAO. Et ils ont cassé. Il y a certains qui ont eu 100 millions, d'autres 400 millions, les chefs de guerre, d'autres ont eu des milliards, 15 milliards, 10 milliards et autres. Ils se sont enrichis et ils sont là et on n'en parle pas. Donc, mais moi, ce n'était pas l'objectif. Le jour qu'on venait, on arrivait de la Libye, quand il a reçu les 2 milliards, il m'a demandé, mais Kader, tu as besoin de combien? Je lui ai dit, j'ai besoin de rien. Et je ne prendrai pas un centime de cet argent. Moi, quand on va mener le combat sur le terrain et le jour Alassane sera candidat et va gagner, va s'asseoir, moi mon combat est gagné. Parce que je sais que s'il y a une élection transparente, je ne combattais pas forcément pour Alassane, mais pour la cause, parce que tous les candidats du Nord ont été rejetés. Moi je suis du Nord et celui qui pouvait même gagner, c'est-à-dire c'était le porte-drapeau, l'espoir du Nord, a été rejeté. Donc c'est comme si chez nous, en pays, c'est une fois on dit quand tu portes un sac et qu'on tape le sac, il ne faut pas dire que c'est le sac qu'ils ont tapé, c'est toi. Okay. Donc je me suis senti concerné dès qu'on a rejeté la candidature d'Adou. Revenons sur les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Il y a eu donc une élection, Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur. Laurent Gbagbo n'a pas reconnu sa défaite. Il y a eu donc cette guerre ouverte qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire jusqu'à la chute de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez les péripéties dans lesquelles Laurent Gbagbo a été renversé? Est-ce que la France a beaucoup contribué? Est-ce que les rebelles ivoiriens pouvaient véritablement renverser Laurent Gbagbo? Non, moi, voilà une question très importante que vous me posez, monsieur le journaliste. Beaucoup de choses se racontent en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais dit en son temps à Soro, j'ai dit à Alain Le Bougnon, à Lassina Cardozi et mes proches, j'ai dit que nous ne pouvons pas renverser Gbagbo. Les causes, elles sont deux. Gbagbo était surarmé que nous. Ça, c'est un. Et de deux, nos gens, moi, je ne crois pas à ces gris-gris là, ces choses qu'on porte. Vous en avez porté tout de même? Non, non, je n'ai jamais porté. Moi, j'étais dans l'aile politique, tout comme Soro et Alain Le Bougnon. Alain Le Bougnon a été ministre comme Soro et autres. Il y a d'autres qui ne le sont pas. On n'avait pas lutté pour être tout le monde ministre. Mais aujourd'hui, oui, même si je suis spirituel, je peux être peut-être ministre un jour ou répondre à d'autres préoccupations, d'autres fonctions où le devoir m'appelle. Il y a des trucs de l'intégration, des chefferies religieuses et tout et autres là, de l'intégration. Je peux faire quand même pas mal de choses, mais ce n'est pas forcément à cette place que je dois servir, ouais. Où je suis aujourd'hui. À travers ce livre, je contribue à la paix à mon pays. Donc, je dis que voilà, ces trucs-là, je n'y me croyais pas, c'est pourquoi je ne les portais pas. Donc, à un moment donné, quand moi j'étais de l'autre côté, j'ai contribué à ne pas que Soro soit tué. C'est pourquoi Soro a lutté pour qu'il y ait une élection. Et puis là, ne pensez pas que Soro, en organisant cette élection, voulait qu'Alassane gagne ou bien pensait qu'Alassane allait gagner. Soro passait dans sa tête que c'est Gbagbo qui allait les gagner. Puisque Gbagbo a fait 3 sondages qui lui ont dit qu'il va gagner au premier tour.
Un sondage a dit seulement qu'il va gagner au deuxième tour. Les deux autres sondages ont dit que Gbagbo gagnait Alassane au premier tour. Mais personne ne croyait encore à Alassane. Même le grand médiateur Ngolo Coulibaly m'a dit Alassane ne peut pas être président en Côte d'Ivoire encore. Les Zemmour Fofana et l'Alain Lobognon, Soro Guillaume et autres. Et même le général Soumaïla Bakaïko Maréchou, il est venu dans mon village, on est venu à faire que pour une mission. Il m'a dit s'il veut être en sécurité, de ne pas parler le nom d'Ado au nord. Mais la rébellion n'a jamais combattu version Soro pour Alassane. Ça, je vous le dis. Okay. Et j'assume, c'est important. Et même aux élections, Soro a voté et son clan pour Gbagbo. Et ils pensaient que cette élection allait entériner le pouvoir de Gbagbo. Alassane allait se taire une fois pour de bon. Et le deal qui était signé entre Soro et Gbagbo, si Gbagbo finissait ses 2 mandats, puisqu'il a été bloqué par la crise, Gbagbo allait changer la constitution pour dire la guerre l'empêchait de gouverner. Il allait faire 2 mandats et passer le relais à son fils Soro. Mais malheureusement pour eux, dans leur plan, c'est Alassane qui allait au deuxième tour. Et comme moi je disais toujours que c'est Alassane qui allait être le président, Soro a viré à 180 à l'heure pour se rallier à Alassane. Voilà ce qui s'est réellement passé. L'offensive sur Abidjan, vous le dites clairement. Oui, l'offensive que la rébellion a faite. N'oubliez pas que le commando invisible créé par IB avait déjà déstabilisé Gbagbo. En 3 mois de combat rude. C'était à Bobo la base du commando. Non, oui, c'était à Bobo. Oui, mais le commando invisible avait fini par prendre tout Abidjan presque, mais ne pouvait pas déloger Gbagbo. Gbagbo était surarmé que nous. Et puis nos jeunes qui comptaient sur leur gris, bien vrai que pour eux ça remontait. Moi je pense que c'est leur courage au combat qui répondait, mais pas ces amulettes. Puisqu'on a vu des gens tomber malgré les amulettes, or qu'ils n'avaient pas fait de chercher femmes et voler. Voilà ce que les vieux qui nous donnaient, qui donnaient à ces enfants-là, leur disaient, ne pas chercher femme de quelqu'un, même une jeune fille, pendant la période de combat, et de ne pas voler. Mais les gens de Soro, même pour ceux qui pouvaient croire à ces amulettes, volaient, pillaient les banques, cherchaient les filles. Même Fofié de Korogo a menacé une femme mariée légalement son mari. Il a tiré sur lui, les balles l'ont raté, le type a fui Korogo. C'est comme ça Fofié s'est marié avec la femme qu'il a aujourd'hui. Okay. Donc, ces gens-là ne pouvaient plus combattre et gagner Gbagbo. Donc j'avais proposé à Soro de voir la licorne s'il y a l'élection, comme il y a eu l'élection et que Ado a gagné, et que je leur avais prédit qu'Ado va gagner, donc de voir la licorne pour nous aider pour l'offensive à Abidjan. Et puis il y avait Wai Jing-Choi aussi qui vous a accompagné, qui était le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Abidjan. Oui, j'ai écrit une lettre à l'ONU pour les prédire qu'il aura certes une élection, Alassane va gagner, mais Gbagbo ne se lèvera pas, et qu'il aura forcément l'offensive à Abidjan. Il faut que l'ONU prenne ses responsabilités et la licorne. Et la lettre est là, vous pouvez demander. C'est le général Fall en 2004 qui commandait, mais il était parti, c'est Chouaï qui était là. Et la lettre, vous pouvez enquêter auprès de Chouaï, mon nom, et tout est détaillé. Une lettre de 6 pages où j'ai dit qu'il aura une offensive sur Abidjan, sinon Gbagbo ne cédera pas le fauteuil. Donc j'ai dit ça à Soro, donc de voir licorne, de voir Alassane, de voir la licorne, et que dès qu'il va gagner réellement, et que Gbagbo dit qu'il ne va pas se lever, il ne faut pas qu'ils vont entendre que Gbagbo quitte. Ils n'ont qu'à lancer l'offensive. Mais si la France ne nous aidait pas, avec l'ONU qui sont venus pour ça de manière légale, devait aider le vainqueur. Et la France avait toujours prévenu, même l'ONU, que s'il y a une élection et que le vainqueur doit s'asseoir, si l'autre camp ne veut pas reconnaître la défaite, et ils vont aider le vainqueur à s'asseoir. Ça veut dire quoi? Militairement y compris. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, nos forces ne pouvaient plus vaincre Gbagbo, monsieur. Alors, après donc l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, vous avez tout de même été récompensé puisque vous avez travaillé à la présidence de Côte d'Ivoire. Non, non, moi j'ai travaillé avant l'arrivée d'Alassane. Moi j'ai commencé à la présidence en 2006. J'ai été engagé. Jusqu'à quand Alassane est venu en 2011, c'est là que j'ai démissionné, monsieur. Parce que simplement Ibrahim Ouattara voulait que je parte lui demander pardon pour une faute que je n'ai pas commise. Parce que quelle est la faute? J'ai été chargé de mission d'Alassane. Dès qu'il m'a reçu ce jour, Alassane m'a proposé d'être son conseiller. Je lui ai dit, je n'accepte pas, monsieur le président. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai montré un tableau qui était auprès de son fils, de la photo de son fils, qui m'a montré qu'il a eu avec une Jamaïcaine. Il a eu 3 enfants. Et le premier Ismaël, je crois. Je lui ai dit, monsieur le président, ce tableau, vous voyez, il dit oui qu'il a acheté à Paris lors d'une mise aux enchères, une vente aux enchères. Je lui ai dit, d'accord, moi je ne veux pas être auprès de toi comme ce tableau. Il dit, comment? Il dit, non. Vous, les présidents africains, quand vous recrutez quelqu'un, comme votre conseiller, vous ne l'écoutez pas. Vous ne les valorisez pas. Ouais, oui, c'est important qu'il faut que je vous le dise. Regardez dans votre pays. Si Blaise avait écouté ses conseillers, mais personne n'a créé le monde si ce n'est pas Dieu. Donc ne dites pas que sans vous, monsieur le journaliste, que le monde va s'arrêter, il n'aura pas de télé au Burkina. Vous pouvez mourir aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais votre télé va toujours exister. Personne n'est indispensable sur cette terre. Voilà. Il suffisait que Blaise démissionne et après la fin de son mandat, organise des élections et Europe gagne, il est président. Après 5 ans, Blaise revient, il allait être acclamé.
Mais les gens, quand ils sont dans ce fauteuil, ils ne veulent pas partir, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà une erreur qu'il a commise et tous les présidents sont comme ça. Regardez dans mon pays. Oufoué n'a jamais quitté son fauteuil, bien que Gbagbo étant candidat, il est mort au trône. Bédié, il a fallu qu'il parte par un coup d'État. Quand Gueye est venu, il dit il va balayer la maison. Quand c'était propre, au lieu de s'asseoir même, il s'est couché. On l'a chassé là par les armes. Quand Gbagbo est venu, il ne travaillait pas, il dit il y a la guerre. On dit bon, quitte, Alassane veut prendre le pays, il dit non. Donc, non, c'est un point important, vous allez continuer, permettez-moi. Oui. Donc c'est pour vous dire quoi. Et quand un pays arrive, les présidents à cela, c'est pas bon. Alassane, quand il m'a proposé d'être son conseiller, j'ai refusé. Parce que Gbagbo avait 100 conseillers. Il y a des conseillers qui n'ont jamais vu le chef d'État pendant les 10 ans. Donc, étant un conseiller, tu conseilles le président, fais ça, il refuse. Mais à quel rôle tu joues? Tu es payé à 2 millions, 4 millions comme conseiller spécial, à rang de ministre, et tu ne peux pas conseiller le président, j'ai refusé. J'avais plutôt proposé à Alassane Juppé son chargé de mission. Il dit d'accord, je vais travailler directement avec son petit frère Ibrahim Ouattara, qui l'appelle photocopie. Or qu'en réalité, c'est pas... Ibrahim n'a pas... Alassane est charismatique et brillant, intellectuel, mais Ibrahim est limité, il n'a pas d'idée comme son frère. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il y a eu une marche où il devait avoir des morts. Quand j'ai vu cela, je suis venu dire à Ibrahim, Ibrahim m'a dit d'encadrer, il fallait 5 millions. Ibrahim dit il peut décaisser 3. J'ai refusé. Il lui a dit ça ne pouvait pas parce que je savais de quoi il s'agissait. S'il y a des morts, je devais les assumer. C'est d'éviter. Si on tirait sur la foule, il fallait qu'on soit à mesure de nous défendre. Donc quand Ibrahim a refusé, moi je me suis mis en retrait. Le matin, je suis venu proposer à Ibrahim d'annuler la marche. La marche a eu lieu en 2000, vous le savez bien, il y a eu 100 morts du côté du RDR. Et le lendemain, et je dis le lendemain, une semaine après, Alassane a décaissé par le canal de la proposition d'Ibrahim Ouattara 65 millions pour enterrer tous ces morts et donner un peu d'argent à leurs parents. Famille. Mais monsieur, entre décaisser 65 millions pour des cadavres et les honorer, alors qu'on pouvait empêcher qu'ils meurent, mais le choix était clair. Alors, je suis venu proposer ma démission à Ibrahim Ouattara pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le chargé de mission de ton frère, je te quitte. C'est important. Et quand je suis sorti, je n'ai pas claqué la porte parce que je savais qu'un jour nous nous reverrons. Et quand le frère d'Ibrahim a été président en 2010, Ibrahim, moi j'étais déjà à la présidence comme le chargé des moyens logistiques, le responsable des moyens logistiques. C'est-à-dire je devais, quand Gbagbo reçoit quelqu'un, il fait la mise en place. Et encore, s'il y avait des choses à faire, le voyage, le tapis rouge, tout, je m'occupais. Et en tout cas, il y avait les moyens généraux, comme on appelait. Mais on devait me nommer maintenant comme le responsable, le directeur, avec rang de choses de directeur, c'est-à-dire une bâchée de service, tout. Mais Ibrahim Ouattara, pour me nommer, veut que moi je vienne lui demander pardon à genoux, parce que moi je l'ai manqué de respect, le simple fait de dire que les morts sont sur sa conscience, c'est lui qui les a tués, que je l'ai insulté. Donc au lieu de demander ce pardon, j'ai préféré rendre ma démission. J'ai écrit, ma lettre de démission est là, je pourrais vous la présenter. Okay. C'est comme ça que j'ai quitté le pouvoir d'Alassane Ouattara, à cause de son petit frère Ibrahim. Et puis depuis je suis à la maison. Voilà, vous gérez vos petites activités économiques qui vous permettent de subvenir donc à vos besoins. Je n'ai pas travaillé avec Alassane étant président. D'accord. Alors dites-nous, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Oui. Vous avez fait un témoignage assez édifiant donc, sur la crise en Côte d'Ivoire. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de cette guerre de succession ouverte avant 2020? Oui, d'abord, je vais vous surprendre. Moi, je pense que ça n'engage que moi seul. Alassane peut être candidat parce que la Constitution le lui permet. Et les gens, quand on vote une Constitution, il faut l'assumer. Mais il a fait 2 mandats, c'est suffisant, il doit partir. Non, mais je vous dis, au Burkina, pourquoi vous n'avez pas voté la Constitution? Vous êtes allé brûler l'Assemblée. C'est parce que vous ne voulez pas de cette Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Et on connaît la suite. Mais en Côte d'Ivoire, la Constitution a été votée. Donc, on doit l'assumer. Parce que la Constitution est claire. Quand la Constitution, on la votait, c'est à partir de ce moment qu'on vote une loi, le lendemain, la loi rentre en vigueur. Mais cette Constitution-là dit que tu peux être candidat une fois renouvelable ton mandat, c'est fini, d'accord. Mais la Constitution n'a pas précisé que le président en cours, là, le mandat en cours est compté, jamais. Donc il n'y a pas de la question de la rétroactivité de la loi. Non. Donc ça permet à Alassane d'être candidat. Donc Alassane qui finit, c'est considéré qu'il a son premier mandat en 2020, Alassane sera candidat. Et si Dieu le permet qu'il a la santé, il peut être candidat et puis il sera élu. Maintenant, s'il est élu, c'est à partir de 2025 qu'Alassane ne sera pas candidat. J'ai tenu à préciser cela parce que les gens luttent pour 2020, or que c'est eux-mêmes qui ont voté une loi qui donne une brèche à Alassane et qui va la colmater. Donc Monsieur maintenant, Soro aussi, il va être président. Mais là, c'est un pas important. Et vous posez une question, peut-être le temps n'est pas trop chose. Nous sommes en fin d'émission. Oui, donc ça c'est une question importante, il faut que je vous le dise. La révolution a été créée par le Che Guevara. Mais la révolution s'est divisée en 2 parties au fil du moment du temps.
Je vous cite 4 révolutionnaires rapidement de chaque groupe. Le premier groupe noble comme le Che Guevara, nous avons connu Patrice Lumumba, nous avons connu John Garang au Soudan, nous avons connu Thomas Sankara au Burkina et Ibé en Côte d'Ivoire. Ces 4 révolutionnaires combattaient pour leur peuple. Mais aujourd'hui, nous avons des types de révolutionnaires comme au Zaïre, il y a eu Mobutu, il y a eu Salva Kiir qui est là aujourd'hui au Soudan. Et on a connu ici Blaise Compaoré et Soro chez nous en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Soro et Blaise sont des amis. Et ce qui va vous surprendre, aujourd'hui, Blaise soutient 100% Soro pour renverser Alassane. Et parce qu'il sait que si Alassane ne va pas lui permettre de créer une rébellion au Burkina, alors dès que Soro est président, il va allumer un front à partir de Bobo ou de Gawa pour que Blaise revienne s'installer au Burkina. Donc il y a des choses que vous ne savez pas, monsieur le journaliste. Les trucs sont assez difficiles. Et aujourd'hui, ces gens de combattants-là, eux, ils combattent pour eux-mêmes. Regardez au Soudan du Sud. John Garang a mené le combat, il est mort certes, mais quand ils ont acquis leur indépendance. Maintenant, pourquoi Salva Kiir et son adjoint s'entretuent? Mais c'est pour se réaliser, même c'est pour s'enrichir. Sinon, si c'était pour le combat du Soudan du Sud, ils ont eu leur indépendance. Donc il y a des révolutionnaires qui combattent que pour eux-mêmes. Malheureusement, Soro fait partie de ce groupe-là. Soro n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Il combattait pour lui-même. Si la rébellion avait contrôlé Abidjan avant l'élection 2010, Soro allait tuer Alassane et laisser Gbagbo le mettre en prison. Alors, de toute façon, Guillaume Soro, certainement qu'il aura le temps de regarder cette émission, ou ses collaborateurs regarderont cette émission, ils pourront vous demander de compte sans doute à l'avenir. Ce que je voudrais vous poser... Moi, j'assume et je sais ce que je dis est vrai. D'accord. Je voudrais vous poser une question qui me paraît très très importante. À cette étape de notre émission, pratiquement, c'est vers la fin. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet pour la Côte d'Ivoire? Je suis très inquiet, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Quand on prenait les armes, c'était pour qu'il y ait une justice, une équité en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Que tout le monde puisse être candidat. Mais quand on veut être l'arbitre et partisan, ça dit Soro a été l'arbitre de cette rébellion, et il veut être candidat, c'est que la cause est dévoyée. D'accord, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez été menacé depuis que vous avez sorti ce document? Est-ce que vous sentez que vous êtes pourchassé, on veut vous éliminer? Non, ça vous le mentir, non, mais il faut que je sois prudent. Parce que je sais que je dérange beaucoup. Et je l'ai dit, je suis allé faire, quand j'ai fait le document ici, ce n'est pas un roman, c'est une œuvre témoignage, pas un roman, c'est de la fiction. Bien entendu. Mais à Sidoya, ça a été bloqué parce que c'est une institution d'État. Le Burkina ne voulait pas avoir d'incident diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Donc par le canal du ministre, l'information que j'essaie proche, peut-être de votre télé, il y a au moins le président de l'Assemblée, Salif Diallo, le président Roch-Marc Christian Kaboré qui ont dit que le livre ne pouvait pas se vendre. J'ai édité 5000 exemplaires qui sont bloqués là-bas et je suis en train d'éditer d'autres exemplaires maintenant qui seront en vente dès la semaine prochaine. Et je suis allé à Abidjan pour faire la conférence de presse dédicace de ce livre à la maison de la presse. Vous pouvez aller sur le net, kwasi.com, abidjan.net, YouTube et autres, vous verrez ça. Donc c'est pour vous dire quoi? Je prends mes responsabilités parce que mon pays va vers une autre crise. Donc pour moi, je considère qu'à partir du moment que Soro a mené un combat et il veut être candidat, mais ce n'est pas juste. C'est votre part de témoignage donc, sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous vous disons grand merci. Merci, monsieur. À toutes les personnes qui souhaiteront certainement chercher le document, ils vont faire le tour en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays de la sous-région pour s'en procurer. Oui. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Merci. Aux téléspectateurs de notre chaîne, nous vous disons également merci. Merci de nous avoir suivis. C'était le grand déballage avec monsieur Sanogo Ousmane Kader. Il est né le 7 mai 1971. Il fut l'un des artisans de la rébellion en Côte d'Ivoire. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir.